Water. It's vital to human life, our economy, and ecosystem. The very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure, and Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider, dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise and equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness and reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us. Session intitulée Metrocare, enjeux, éco-développement, technologie et observatoire de recherche pour l'adaptation climatique et les éco-sociétés résilientes. Le modérateur est Ilan Duran, qui est professeur à l'Université de New York, et Bruno Nguyen, qui est président honoraire de WSmart. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à tous les participants du monde qui assistent à cette session. Je souhaite en particulier la bienvenue à tous les experts qui assistent à ce panel ce matin. Cette séance a été organisée dans le cadre de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat de la région Europe et Amérique du Nord. L'Alliance pour l'eau et le climat a été proposée pour la première fois par les délégués d'Omega en 2015.
À cette époque, l'accord de Paris a été signé. Et cette alliance a été élaborée afin de proposer une plateforme internationale pour l'échange d'expériences, le partage de données, la collaboration entre les mégapoles qui sont les principaux moteurs du développement économique à travers le monde. C'est également une plateforme qui permet à toutes les parties prenantes de travailler ensemble afin de collaborer entre le secteur de l'industrie, le gouvernement, le secteur de la recherche et d'autres acteurs dans le domaine du développement durable des mégapoles. Dans la région d'Amérique du Nord et de l'Europe, les villes sont New York, Paris, Los Angeles, Londres, Chicago, Moscou et Istanbul. La première session a eu lieu hier avec la participation des représentants des gouvernements européens, nationaux, les représentants des villes, les chercheurs et d'autres acteurs concernés, avec la participation des différents acteurs dans le domaine de l'eau dans les mégapoles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Observatoire pour l'adaptation climatique et les écosystèmes résilients. Mon co-modérateur aujourd'hui sera Bruno Ngoen, qui est président honoraire de WSmart. L'objectif de cette séance est de réunir les représentants des villes, les chercheurs et les représentants des différentes villes qui se trouvent dans la région d'Europe et d'Amérique du Nord. Les questions identifiées par les experts concernent plus particulièrement l'expérience de l'adaptation climatique avec un bilan qui sera fait des enseignements tirés des événements récents. Ensuite, les enjeux des métropoles face aux stratégies de renforcement de capacité pour faire face aux événements climatiques extrêmes, les tsunamis, la montée des eaux, les super tempêtes, les sécheresses, etc. Ensuite, la durabilité des services opérationnels face aux conditions météorologiques extrêmes et une éco-reprise accélérée. Ensuite, nous aurons des perspectives d'experts concernant le financement de la résilience, les mesures d'opération opérationnelles de réponse, les meilleures pratiques, les solutions innovantes. Et ensuite, nous aborderons les différentes solutions pour faire face aux impacts du changement climatique dans les différentes villes, d'un point de vue climatique, du point de vue du développement socio-économique, etc. Ensuite, nous parlons de l'impact du changement climatique sur le développement professionnel, l'éducation et les besoins en recherche et développement. Ensuite, les enjeux de l'adaptation des opérateurs avec les solutions innovantes, comment les intégrer afin de faire face aux enjeux qui pèsent sur les mégapoles. Comment faire en sorte que la population soit plus impliquée dans les choix de stratégie d'adaptation. Cela nécessite une sensibilisation afin d'accroître la résilience. Et enfin, comme l'histoire nous le montre, il faut réfléchir à la manière de transformer les enjeux en opportunités de développement. Comment s'appuyer sur notre expérience en matière d'enjeux afin d'avancer. Il y a également d'autres enjeux qui ont été identifiés lors des discussions qui précèdent cette session. Mais bien sûr, en 90 minutes, nous n'aurons pas le temps de tout aborder. Néanmoins, nous espérons que les experts de notre panel pourront traiter ces questions lors d'une conférence ultérieure, lors de laquelle ils pourront aborder
en plus de détails les résultats de ces stratégies. La nature nous apprend depuis toujours. Elle nous inspire dans le domaine de l'innovation scientifique. Mon écrivain favori, Jean de La Fontaine, nous enseigne sur l'adaptation des écosystèmes et de la différence entre la résilience et la résistance. Les bâtiments flexibles face aux tremblements de terre imitent la nature, par exemple. Donc, comment mettre en place des solutions innovantes en utilisant l'intelligence artificielle? Comment mieux gérer le lien entre l'alimentation, l'eau et l'énergie? Hier, le président du programme intergouvernemental hydrologique a mentionné que lorsque l'écosystème subit des incendies, il faut réfléchir à la manière d'accélérer son redressement. Comment accélérer la durabilité de l'alimentation dans les zones du monde qui font face au stress hydrique et en particulier dans les pays moins avancés. Comment intégrer ces solutions dans nos objectifs de développement durable et comment évaluer les résultats de ces stratégies d'adaptation qui sont mises en œuvre par les différents gouvernements. Bruno va maintenant vous présenter quelques données. Et pour lancer cette introduction, je souhaiterais partager avec vous 2 slides. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, si l'on regarde les statistiques qui couvrent le nombre de catastrophes naturelles par an, on voit très clairement que depuis les années 60, il y a une augmentation très sensible du nombre cumulé de catastrophes naturelles qui se produisent dans le monde. Donc ça, c'est vraiment un point important. On peut regarder au travers des différents types, que ce soit les sécheresses, températures extrêmes, les inondations, qui apparemment est le plus gros nombre de catastrophes naturelles, etc. Donc les catastrophes naturelles augmentent en fréquence et en nombre au travers du monde. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a plus de catastrophes, mais si on regarde depuis le début du siècle dernier, depuis les années 1900, bien vous voyez ici sur ce graphe le nombre de morts qui sont rattachés à ces catastrophes chaque année. Et on voit qu'au-dessous de la barre des 1 million de morts, ça fait un certain temps qu'on n'a pas dépassé cette limite. Par contre, dans les années 1900, 1920 jusqu'à 1940, on voit qu'il y a eu des catastrophes qui ont eu un bilan humain catastrophique. Donc, plus de catastrophes, mais au final, moins de morts. Maintenant, ce qu'on ne dit pas également, c'est toutes les questions économiques qui vont avec ces catastrophes, quelles sont les conséquences économiques. Et là, si vous voulez aller regarder plus en information sur International Database, Disaster Database, qui sont en accès gratuit, vous verrez les différents types de catastrophes qui se passent et également une estimation des coûts induits. Et alors, ce que l'on peut voir, c'est que les coûts en montant sont beaucoup plus importants pour les pays riches parce qu'il y a des infrastructures qui sont plus développées que pour les pays pauvres. Par contre, si on ramène ces coûts au produit intérieur brut, eh bien, on voit que le pourcentage est plus élevé pour les pays pauvres que pour les pays riches. Alors, ça veut dire que également, lorsque les catastrophes naturelles se succèdent, eh bien, les pays riches ont une tendance à pouvoir récupérer après une catastrophe beaucoup plus rapidement que les pays pauvres. Et dans certains cas, on a des pays pauvres qui ont catastrophe sur catastrophe et qui n'ont pas la possibilité de récupérer économiquement avant de se préparer à la catastrophe suivante. Slide suivante, s'il vous plaît. Juste une définition, qu'est-ce que la résilience? Et je crois que bien souvent, on confond la résilience et la réponse
à la catastrophe et comment on a géré une catastrophe. On peut très bien avoir des systèmes ou des réponses à des catastrophes qui sont très bien, excellentes, et pourtant dans un système qui n'est absolument pas résilient. Et d'ailleurs, réciproquement, on peut avoir des gestions catastrophiques de situations dramatiques, mais néanmoins rester dans un système résilient qui finalement permet de ne pas avoir trop de conséquences. Donc, c'est la capacité de rebondir après un désastre et c'est des transformations positives dont il s'agit pour une communauté, une organisation ou un système. Slide suivante, s'il vous plaît. Je te rends la parole, Ilan, pour la présentation de nos intervenants. To address the different issues that were raised, a panel of distinguished experts. Nous avons donc un panel d'experts éminents avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions. Nous avons le docteur Ali Chavoshian, qui est directeur du Centre régional de l'UNESCO pour la gestion des eaux urbaines à Téhéran. Le docteur Ali Chavoshian va nous parler des pénuries d'eau dans les mégapoles, des défis régionaux pour les stratégies d'adaptation et le rôle de la recherche et du développement. Ensuite, Félicia Marcus, qui est chercheuse invitée à l'Université de Stanford, qui a une longue expérience dans la gouvernance et la gestion de l'eau. Elle va nous parler des enjeux du métropole de Los Angeles dans les stratégies d'adaptation climatique. Ensuite, la professeure Dr Tuga Olmez-Hansi, qui est chef du département du développement de la stratégie d'administration des eaux et des égouts d'Istanbul en Turquie, l'ISKI, qui nous présentera les enjeux de la ville d'Istanbul et les solutions face au changement climatique. Ensuite, Alan Cohn de New York, qui est ma ville natale, le directeur de la gestion intégrée des eaux de la ville de New York, DEP, qui va nous présenter la gestion de l'eau résiliente au climat dans la ville de New York. Ensuite, la docteure Claire Beyeler, qui est chef du service GEMAPI-Eau du Métropole de Grand Paris, qui va nous parler du Métropole de Grand Paris, les enjeux en matière de planification, d'adaptation climatique et de la résilience. Tous les enjeux stimulent la recherche, le développement et l'innovation. Et à cette fin, nous avons invité également le professeur Régis Moyeron, qui est professeur et directeur de l'ISU à l'école des ponts ParisTech Paris, qui va nous parler de l'impact de l'adaptation climatique sur le développement professionnel, l'éducation et les besoins prioritaires en matière de recherche et développement. Et pour l'Amérique du Nord, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le docteur Peter Grevat, qui est PDG de la fondation Water Research, qui va nous présenter un exposé depuis la perspective des compagnies des eaux aux États-Unis en ce qui concerne l'adaptation, les priorités et les impacts de la recherche et du développement. Nous demandons aux intervenants de limiter leur présentation à 8 ou 9 minutes afin de laisser un peu de temps pour répondre aux questions avant la fin de notre session. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons d'écouter les présentations des experts. Nous allons commencer par le docteur Ali Chavoshian. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle donc Ali. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vois que la plupart des intervenants viennent de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, alors que mon centre, lui, se trouve à Téhéran, en Iran. Quoi qu'il en soit, je suis honoré d'avoir été invité. Je vais commencer sans plus tarder ma présentation qui porte sur les défis environnementaux auxquels sont confrontées les grandes villes dans les zones arides et semi-arides. Très brièvement, laissez-moi vous présenter
mégapole de Téhéran. C'est une ville avec une population de 9 millions d'habitants, 15 millions si on prend en compte les banlieues de Téhéran. Téhéran, c'est une ville qui se trouve dans une cuvette entourée de montagnes. Nous avons un climat aride et semi-aride. Je vais partager avec vous quelques informations élémentaires sur des initiatives qui ont été menées à bien pour améliorer l'accès à une eau potable et améliorer également les services d'assainissement dans la ville de Téhéran et dans d'autres grandes villes iraniennes. La pandémie a eu un impact sur nos initiatives. Nous avons, dans le cadre de la pandémie, lancé une initiative qui visait à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et j'ai le plaisir de vous dire que selon les résultats que nous avons obtenus, près de 100% de la population de Téhéran a accès à l'eau potable. Dans les zones rurales, nous avons encore quelques progrès à accomplir puisque ce taux est de 82%. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, elle est supervisée par un certain nombre de laboratoires spécialisés. Donc nous veillons à ce que la population ait accès à une eau potable sans danger. Avec cette diapositive, je souhaiterais résumer certains des risques environnementaux qui se profilent pour les grandes villes dans notre pays et dans les grandes villes à travers le monde. Vous avez ici des statistiques qui montrent qu'au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il y a un certain nombre de villes qui sont confrontées à des risques plus élevés. Cela concerne la ville de Téhéran. Les risques environnementaux sont assez élevés pour la ville de Téhéran. Quels sont les défis climatiques et les défis environnementaux à Téhéran et quelles sont les solutions que nous proposons pour essayer de lutter contre ces risques? Quelles sont les activités que nous nous proposons de mener à bien? Si nous souhaitions résumer les risques climatiques et environnementaux, eh bien, je commencerai par la pénurie hydrique. Nous ne recevons que 230 mm de précipitations. C'est 3 fois moins que dans le reste du monde en moyenne. Il y a d'autres villes sur le continent asiatique qui sont confrontées au même problème. Des villes comme Téhéran sont également confrontées à des crues subites ou à des inondations subites. Il y a parfois des précipitations extrêmement fortes qui provoquent des inondations subites. Ensuite, il y a la question du traitement et de la collecte des eaux usées. Dans la ville de Téhéran, le taux de collecte est de 65%, mais le taux est bien plus faible dans le reste du pays. Il y a également le défi de l'expansion urbaine auquel nous avons assisté au Caire au cours de ces dernières années. Et nous avons, en raison de cet exode urbain, en raison de cette expansion urbaine, nous avons assisté à la disparition de certaines rivières, de certains fleuves, de certaines étendues d'eau. Dans la région où je travaille, à l'ouest, donc dans l'Asie de l'Ouest et du centre, le climat est aride et semi-aride. Je vais maintenant vous parler de quelques propositions de coopération, matière à réflexion. L'une des propositions serait d'avoir un système de suivi, un système de prédiction, notamment dans l'Asie de l'Ouest et l'Asie centrale. Donc un système de supervision des sécheresses. Nous pensons que ce serait très utile pour les compagnies chargées des services publics dans les grandes villes pour mieux gérer ces risques. Nous pourrions utiliser
l'observation par satellite, par exemple, ou encore utiliser les données qui peuvent être recueillies sur le terrain. Il faut prendre en compte le niveau d'expertise dans ce domaine. Il faut que ce soit un système facile à utiliser pour que nous puissions diffuser au plus grand nombre les informations sur les sécheresses. En tant que centre de l'UNESCO, nous avons entamé des négociations avec l'Organisation météorologique mondiale. Et je souhaiterais savoir s'il y a d'autres organisations, d'autres pays qui seraient prêts à coopérer avec nous afin d'élaborer un système de suivi des sécheresses pour améliorer la gestion de l'eau dans les villes. Autre proposition de coopération, la restauration des rivières et des fleuves en milieu urbain. Nous avons, en raison de notre développement, vu la disparition d'un certain nombre de rivières à Téhéran, mais également dans d'autres villes. Le problème dans la ville de Téhéran et le problème d'autres villes dans les régions arides et semi-arides, c'est le manque d'eau. Pour restaurer les rivières, nous avons besoin de suffisamment d'eau. Mais comme vous avez pu le voir, le premier défi, c'est que nous avons des rivières saisonnières. Il y a des rivières qui sont alimentées en eau pendant certains mois de l'année. Il y a des années où il n'y a pas du tout d'eau, pendant peut-être 1 ou 2 ans. Donc, comment gérer ces rivières saisonnières qui sont asséchées lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau? Des zones qui sont parfois utilisées pour bâtir. Donc, il faut prendre en compte l'urbanisme, bien entendu. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné, il y a un problème de stress hydrique. Est-ce que nous pouvons utiliser les eaux non conventionnelles? Est-ce que nous pouvons utiliser l'eau recyclée, les usines de traitement de l'eau, par exemple, afin de pouvoir approvisionner en eau en quantité suffisante ces rivières? Donc, le manque d'eau est un problème pour la restauration de ces rivières dans les régions arides et semi-arides. Il faut également que tout cela soit rentable. On ne peut pas se permettre certaines propositions trop coûteuses dans la région de l'Asie de l'Ouest et de l'Asie centrale. Enfin, dernier défi technique, l'entretien de ces rivières. Nous devons veiller à ce qu'à l'avenir, nous ne soyons pas de nouveau confrontés aux mêmes problèmes. Nous devons veiller à ce que l'urbanisme ne menace pas les rivières. Voilà pourquoi notre centre à Téhéran est tout à fait disposé à accepter vos propositions de coopération. Et cela marque la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Ali pour cette présentation tout à fait complète de ce qui se passe à la fois à Téhéran et des propositions tout à fait concrètes pour faire une coopération qui certainement suscitera des intérêts au travers de nos réseaux. Je passe la parole sans plus attendre à notre deuxième intervenante qui est Félicia Marcus. Félicia, tu as la parole. Thank you so much. Merci beaucoup. C'est un honneur de me joindre à vous. Prochaine diapositive. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la rareté de l'eau et les aspects perturbateurs de l'adaptation dans la grande région de Los Angeles. Il y a d'autres problèmes, bien entendu, les températures extrêmes, la transition énergétique, la montée des eaux, les inondations et toutes ces catastrophes absolument cauchemardesques provoquées par le changement climatique. Je vais également vous parler donc des défis auxquels est confrontée la région de Los Angeles. Nous dépendons dans cette région des importations d'eau. Los Angeles, ses villes voisines, ses partenaires essayent de relever le défi. Ces villes ont besoin de toute l'aide disponible. Nous devons faire davantage. Nous devons le faire ensemble avec les autres échelons de l'administration. Et j'y viendrai dans un instant.
Il est très important de réfléchir au contexte de la ville de Los Angeles. Los Angeles se trouve en Californie. La Californie a quelques 40 millions d'habitants. Là, c'est la 5e et plus grande économie au monde. Il y a des problèmes d'inondation et de sécheresse, même s'il est vrai que les sécheresses et les incendies de forêt ont suscité le plus d'attention au cours de ces 20 dernières années. En 1997, il y a eu d'énormes inondations et nous avons des inondations localisées presque tous les ans. À Los Angeles, il y a 4 millions de personnes et si on prend en compte la banlieue de 10 à 12 millions de personnes, et par ailleurs, dans les environs, vivent quelques 19 millions de personnes dans le sud de la Californie qui dépendent de l'eau qui est importée depuis le bassin versant du fleuve Colorado, mais également de la région de la baie. Tout cela est acheminé par un aqueduc. Au final, quelques 50 à 60% de la région dépend d'une eau qui est importée. 40% de l'eau provient de nappes phréatiques, des nappes phréatiques qui sont alimentées par l'eau qui est importée également. Alors, ce sont bien entendu des moyennes. Pendant la période 2013-2017, il y a eu des inondations. J'étais responsable du conseil chargé de ces importations et lors de cette période, 88% des besoins en eau étaient satisfaits grâce à l'importation d'eau. En ce qui concerne le contexte de la Californie, l'hydrologie est extrêmement variable. La région la plus variable du pays, c'est l'une des régions les plus variables au monde. Nous parlons souvent de moyenne, mais le fait qu'aucune année ne se ressemble, ces moyennes ne sont que des statistiques, elles ne représentent pas la norme. Il y a nous passons vraiment d'un extrême à l'autre, de saisons extrêmement sèches à des saisons de pluie intense. Comme vous pouvez les voir à gauche, nous avons beaucoup de constructions publiques qui ont été bâties et qui appartiennent aux villes. Il y a par exemple l'aqueduc de Los Angeles, qui a été rendu très connu par le film Chinatown, mais qui ne répond qu'à un faible pourcentage de la demande en eau de Los Angeles. Nous dépendons d'un ensemble de construction, d'un ensemble de projets publics. Tout cela est ce qui permet à Los Angeles d'exister aujourd'hui. Nous dépendons, donc la capacité de stockage est extrêmement importante et très souvent, nous dépendons des blocs de neige et ce que nous allons probablement perdre avec le réchauffement de la planète, avec l'augmentation des températures d'1 ou 2 degrés. Donc voilà le cauchemar auquel nous sommes confrontés et l'année dernière, nous n'avons été sauvés que par les tempêtes qui ont eu lieu au cours des derniers mois de l'année dernière. J'ai fait référence à ce portrait d'ensemble lors de ma dernière intervention mardi. Je vais maintenant vous parler plus spécifiquement de la ville de Los Angeles. Los Angeles se trouve vraiment à l'épicentre de ce défi, même si d'autres villes sont confrontées. Nous avons des nappes phréatiques extrêmement grandes que nous pouvons utiliser pour gérer le système. Ce n'est pas le cas de toutes les villes dans le sud de la Californie, par exemple. Dans la ville de San Diego, il n'y a pas de bassin, il n'y a pas de nappe phréatique et c'est une ville qui investit énormément dans des projets de dessalement et de recyclage de l'eau, car la ville de San Diego ne peut pas se reposer sur les nappes phréatiques. La ville de Los Angeles dépend d'importations en eau de différentes régions. Les autorités ont beaucoup investi au cours de ces 30 dernières années. Nous avons reçu beaucoup de soutien et nous avons gagné en autonomie. Nous avons amélioré notre capacité à conserver l'eau. Il y a une directive municipale qui a été promulguée en 2013 et révisée en 2019, qui visait à améliorer notre capacité à conserver l'eau. L'objectif, c'est de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations en eau. L'objectif, c'est également d'ici à 2035 de recycler 100% de l'eau. Il va falloir, pour cela, augmenter les capacités des
infrastructures de recyclage de l'eau. Nous avons également essayé de nettoyer les nappes phréatiques dont la ville dépend. Los Angeles n'est pas la seule ville concernée. Dans la région, il y a un certain nombre d'agences qui ont des projets très ambitieux. La ville de Los Angeles va mettre en œuvre le plus grand projet de recyclage de l'eau au monde dans le district de Los Angeles. Nous importons donc de l'eau du fleuve Colorado. Nous travaillons en coopération avec d'autres agences pour augmenter également nos capacités. Ce sont des projets qui concernent plusieurs États. Le comté d'Orange, comme vous le savez, est un leader avec 130 MGD. Nous en sommes à 100. Aujourd'hui, nous en avons passé à 130 et le comté de Los Angeles a investi quelques 300 millions de dollars pour récolter les eaux de pluie. J'ai également cette caricature, ce dessin de charrettes qui sont... Les agences dans toute la région se réunissent. Donc, ce sont les différentes compagnies d'eau qui collaborent pour voir comment intégrer le système de collecte des eaux de pluie avec le système de collecte des eaux usées. Je serai bien entendu disposé à vous en parler plus avant lors d'une autre conférence si vous le souhaitez. Alors, je souhaitais simplement vous donner une idée de l'ampleur, de la taille de la ville. À gauche, en orange, vous pouvez voir la ville de Los Angeles. À droite, en bleu, vous avez le comté de Los Angeles. Ils envisagent de collaborer, de créer un réseau de distribution de l'eau commun au cours de ces 10 à 15 prochaines années. Très brièvement, je vous ai parlé l'année dernière du fait qu'il était nécessaire que le gouvernement local et fédéral collaborent pour aider les mégalopoles. Je souhaitais simplement vous présenter les efforts entrepris par la ville, par l'État et par la ville, tout particulièrement en Californie, donc, afin d'accroître la résilience de cette région, notamment pour ce qui est du recyclage de l'eau. Et le recyclage de l'eau est une priorité depuis la dernière sécheresse. Nous souhaitons vraiment changer la donne. Et nous savions que l'industrie, que le secteur était sur le point de le faire. Et pour ce faire, il faut vraiment investir beaucoup d'argent. Je ne vais pas tout passer en revue, mais je vous montre certains des défis que nous devons relever pour atteindre nos objectifs, des défis techniques, des défis de gouvernance, des défis financiers, économiques, environnementaux, sociaux. Il y a un autre projet dont nous avons parlé hier, c'est ma collègue de l'USAPA qui en a parlé. Elle nous a parlé du défi de trouver des accords entre les différentes agences. Si nous souhaitons que le recyclage de l'eau fonctionne, il en va de même pour ce qui est de la collecte des eaux de pluie. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a des défis financiers, économiques, environnementaux et sociaux. Il y a des défis de gouvernance. Enfin, je sais que je suis allé très vite. La Californie et Los Angeles font face à une course contre la montre. Il faut vraiment se préparer pour ce qui nous attend si nous souhaitons garantir la sécurité hydrique de la ville. Mais si nous ne faisons rien, la facture sera bien plus salée. Ce qu'il faut, c'est que nous réussissions à collaborer entre les différentes juridictions. Nous devons le faire de façon inédite. Jamais nous n'avons été confrontés à un tel défi. Toutes les sources d'inspiration sont bonnes à prendre. Il faut bien entendu tout un village pour trouver la solution. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire dans le sud de la Californie. Merci beaucoup, Félicia, pour cette présentation extrêmement complète. Vous nous avez présenté la stratégie de la métropole de Los Angeles et de ses environs, mais également les interactions entre les différents acteurs qui sont impliqués pour relever le défi auquel cette région est confrontée. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Tuga Olmez, directeur de planification stratégique à Istanbul. Il va nous parler des défis auxquels la ville d'Istanbul est confrontée. Il va notamment nous parler de la stratégie d'adaptation climatique de la ville d'Istanbul. Je vous en prie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Très bien. C'est un plaisir d'être ici. Je vous demanderai de bien vouloir partager ma présentation. So if you just give me the host, I will share. Est-ce que vous pourriez me mettre en hôte afin que je puisse partager ma présentation? Nous allons vous mettre en hôte quelques instants, s'il vous plaît. This extra time will not be used and counted on you. On ne va pas vous enlever des minutes de votre présentation pour compenser, vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez ma présentation maintenant? Oui, très bien. Je suis la chef du département de développement de la stratégie à İSKİ, c'est l'administration des eaux et des égouts d'Istanbul. Je vais vous présenter brièvement quelques informations sur l'İSKİ et sur Istanbul. Je vais donc vous parler des principales informations concernant İSKİ et aussi concernant la demande de l'eau à Istanbul. Il s'agit d'une grande mégapole et par conséquent, il faut faire face à cet enjeu d'une demande croissante de l'eau. Je vais parler également du changement climatique et de son impact sur la gestion de l'eau à Istanbul et l'impact du changement climatique en général. Alors, quel est le rôle de l'İSKİ? Eh bien, l'İSKİ est chargé d'approvisionner en eau tout le district de Istanbul et aussi de la gestion des eaux usées. Il est également chargé de protéger les ressources en eau. Donc, voici les principales données. Nous approvisionnons environ 60 millions de personnes et le nombre total de clients est de 6,7 millions de personnes. Nous approvisionnons en eau à hauteur de 3 millions de mètres cubes par jour. Les canalisations ont une longueur d'environ 23 km, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, quels sont les principaux enjeux pour Istanbul? Comme vous le voyez ici, il y a deux côtés, le côté asiatique et le côté européen. Néanmoins, en ce qui concerne la distribution de l'eau, il y a des différences. Excusez-moi? Oui, est-ce que vous pourriez partager la présentation en format présentation? Oui, je l'ai partagé sous ce format sur mon ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez bien cet exposé. Oui, c'est mieux. Merci. Alors, comme vous le voyez, nous n'entendons plus l'intervenante. Istanbul, we are transferring the treated drinking water. À Istanbul, nous transférons l'eau potable du côté asiatique au côté européen. Il s'agit d'une opération importante. En ce qui concerne l'adaptation climatique,
Comme vous pouvez le voir, nous élaborons un plan directeur pour Istanbul et pour l'ISKI, car nous souhaitons planifier cette gestion jusqu'en 2053. Dans le cadre de ce plan directeur, nous étudions des compilations sur le changement climatique, nous réalisons des analyses des tendances, des analyses de la sévérité des sécheresses et une évaluation des risques. Nous évaluons également l'impact du changement climatique sur les ressources en eau potable et nous identifions les actions et les solutions possibles pour l'adaptation climatique et l'atténuation des sécheresses. Nous sommes encore en phase d'élaboration de ce plan directeur. Nous avons prévu de le finaliser d'ici 2 ans. Voici ce que nous faisons pour faire face au changement, à l'adaptation climatique. J'ai un temps limité, donc je vais vous le présenter très brièvement, mais si vous le souhaitez, je pourrais partager ma présentation suite à cette session. Nous menons à bien des systèmes d'alerte précoces. Nous regardons également les études d'évaluation de risque. Nous mettons en place également des pratiques pour renforcer l'adaptation climatique. Nous travaillons également avec des acteurs pertinents dans le domaine de l'adaptation et l'eau non génératrice de revenus. Alors, voici ce que nous faisons à Istanbul. Comme vous le voyez, nous transférons l'eau usée traitée de la partie asiatique à la partie européenne. Il s'agit d'une opération très complexe. Et ici, vous voyez les canalisations qui sont utilisées à cette fin. Nous menons à bien également une restauration des aquifères afin de protéger les eaux de surface. Nous avons quelques projets à cette fin. Dans le domaine de l'adaptation climatique, il faut faire très attention aux pertes d'eau dans le cadre des eaux non génératrices de revenus. Nous avons obtenu des bons résultats en matière de réduction des pertes, mais nous avons prévu de réduire cette perte à 15% afin de réduire le gaspillage des eaux non génératrices de revenus. Nous avons mené à bien des projets pour faire face à cette question. Nous avons des zones déterminées et nous souhaitons réduire la pression des eaux qui sont distribuées. Nous menons à bien également des projets pour la réutilisation des eaux usées. Et ces eaux usées réutilisées sont mis en place par le district d'Istanbul. Nous mettons en place également des sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. Il s'agit de projets qui sont en cours à Istanbul. La gestion de l'énergie est très importante. Comme vous le voyez, nous transférons des grandes quantités d'eau potable sur environ 200 km. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la gestion est très importante. Lorsqu'on utilise des ressources d'énergie renouvelable, nous souhaitons réduire l'énergie qui est utilisée pour distribuer ces ressources. Nous utilisons les biogaz notamment. Et toutes ces sources d'énergie renouvelable sont très importantes pour réduire l'utilisation d'énergie.
Nous estimons que la question de la restauration des ruisseaux et du contrôle de l'inondation sont extrêmement importantes. Et voici à l'écran quelques projets que nous avons menés à bien. En ce qui concerne l'utilisation de l'eau efficace et efficiente, nous avons mis en place un tarif de l'eau qui est en grille. Nous faisons également la promotion des eaux grises pour les utilisations non potables. Nous sommes actuellement en train d'élaborer une législation qui ferait la promotion de l'utilisation des eaux pluviales dans les bâtiments. Nous menons à bien également des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs et nous distribuons des équipements à nos consommateurs afin de réduire la demande, ou plutôt de faire face à la demande. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur Holmes. Désolé pour ce petit problème technique. Je passe tout de suite la parole à notre intervenant suivant, Alan Cohn. Alan, c'est à toi. Great. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la gestion de l'eau résiliente face au climat à New York. Vous avez peut-être entendu la présentation de l'autre jour, lors de laquelle nous avons abordé la question de l'eau potable. Aujourd'hui, je vais me concentrer particulièrement sur l'eau pluviale et les eaux usées dans la ville. Le département de la protection environnementale de la ville de New York est la plus grande compagnie des États-Unis avec 6 000 employés et des recettes annuelles d'environ 4 milliards de dollars. Nous assurons 1,1 milliard de gallons par jour à 9,6 millions d'habitants par jour, avec environ 11 000 kilomètres de réseau. Nous protégeons environ 3 000 kilomètres carrés de bassins avec également un traitement de 1,3 milliard de gallons par jour d'eau usée. Et nous avons plus de 12 000 kilomètres de égouts. Et nous sommes également chargés de garantir la qualité de l'eau dans la ville. Nous savons que la ville de New York doit faire face à un certain nombre de menaces climatiques. Donc, je vais vous parler de quelques menaces auxquelles nous avons fait face ces dernières années. Mais comme vous le savez, ces menaces ont des formes différentes. Nous avons d'abord les tempêtes côtières, comme la super tempête Sandy en 2012. Nous estimons qu'il y aura une augmentation de 50% des ouragans intenses d'ici 2100. La montée des eaux devrait être à hauteur de 76 cm d'ici 2050. La précipitation devrait également augmenter avec une augmentation de 1,5 fois des jours de pluie d'ici 2080. Et il devrait également y avoir une hausse des températures qui sera multipliée par 3 d'ici les années 2050. Donc, nous devons vraiment nous préparer à faire face aux conséquences de ces changements. Il faut également faire face, bien sûr, à la sécheresse également. Même si les indicateurs nous montrent qu'il y aura de plus en plus d'eau, il faut également anticiper la fluctuation des conditions et par conséquent mettre en place des mesures d'adaptation qui nous permettront de faire face à tous ces changements. La ville de New York a mis en place une série de mesures afin de protéger la ville contre le changement climatique. Il s'agit surtout d'améliorer la résilience de l'infrastructure. Le département
de la résilience face au climat a mis en place des directives, comme vous le voyez ici, et nous prenons des mesures afin de protéger notre infrastructure face à la montée des eaux et à la montée des températures notamment. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le département environnemental de la ville de New York? Eh bien, cela signifie que nous protégeons nos stations d'épuration ainsi que nos stations de pompage. Donc, ici, à droite, vous voyez en bleu des plaines d'inondation sur 100 ans actuelles, avec la situation actuelle. En orange, les projections pour 2020 et en rouge pour 2050. Les points verts vous montrent les centres de réutilisation des eaux qui sont à risque d'inondation et une grande partie, environ la moitié de nos stations de pompage se trouvent dans les plaines d'inondation. Alors, nos plans d'adaptation font en sorte que nous pouvons protéger ces installations face aux inondations. Après la super tempête Sandy en 2013, nous avons mené des recherches afin de déterminer les ressources qui seraient impactées par les inondations futures liées à la montée des eaux. Nous avons trouvé qu'il y avait un risque à hauteur de 1,1 milliard de dollars pour les villes qui étaient touchées une fois. Mais nous savons que dans les années à venir, il y aura probablement une série d'inondations et par conséquent, ce risque s'élève à 2,5 milliards de dollars. Nous avons trouvé que le coût des mesures de protection s'élevait à 315 millions de dollars et en mettant en place des mesures de protection dans les installations, on pouvait réduire de manière significative ce risque et donc réduire le risque d'infiltration des eaux usées dans le port de New York. Nous avons donc mis en place les directives publiées et nous avons également reçu 160 millions de dollars de la part du gouvernement central afin de rénover ou de protéger nos installations. Cette année, nous avons vu différentes tempêtes, comme je l'ai mentionné, la tempête Ida, était surtout liée aux pluies, avec 8 cm de précipitations en 1 heure au parc central, au Central Park. C'est un niveau historique. 13 personnes ont perdu la vie à New York, à la ville de New York, à cause de cette tempête. Ida a eu lieu en septembre 2021 et en mai 2021, nous avons publié le premier plan de résilience des eaux pluviales à la ville de New York, ce qui montrait le risque d'inondation à l'intérieur des terres. Donc, auparavant, les cartographies se concentraient surtout sur l'inondation côtière, mais ici, nous avons une nouvelle carte qui montre que l'inondation à l'intérieur des terres est également possible lorsque la précipitation excède la capacité des égouts. Donc ici, à droite, vous voyez que cela reflète les niveaux d'inondation que nous avons vus en septembre. Dans nos mesures d'adaptation, nous nous concentrons non seulement sur la protection des zones côtières, mais également des zones à l'intérieur des terres face aux inondations. Nous pouvons identifier les zones à risque et mettre en place des conceptions pour renforcer cette résilience. Ici, vous voyez un projet inspiré d'un projet à Copenhague. Donc, comme vous le voyez, on peut beaucoup apprendre des autres villes, non seulement les mégapoles, mais d'autres villes également. Nous allons
rénover le site, notamment le terrain de basket, afin que ce site puisse être résistant face aux inondations. Voilà la fin de ma présentation. Je me réjouis d'écouter les autres présentations et la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alan, pour cette présentation extrêmement complète sur la stratégie de planification et d'adaptation pour la résilience de la ville de New York. Et je souhaiterais maintenant donner la parole à Madame Claire Beyeler de bien vouloir partager avec nous la stratégie de la métropole du Grand Paris, stratégie pour faire face au changement climatique. Claire, je vous en prie. Merci. Je vais pouvoir vous présenter la petite expérience de la métropole du Grand Paris, la métropole qui a été créée en 2016 et qui a la compétence sur les inondations et les milieux aquatiques uniquement depuis 2018. Donc, de cette expérience, je ne vais pas vous donner des chiffres, je vais essayer de vous traduire un vécu et les premières orientations et les premières bases de la stratégie que la métropole a mis en place. Tout d'abord, vis-à-vis du changement climatique et des événements extrêmes, on va dire qu'en matière d'inondation, la métropole a été servie, à peine créée en 2016, première inondation, ça faisait longtemps que l'agglomération parisienne n'avait pas connu d'inondation, et même la région, hein, ça a été au-delà et sur le bassin versant. 2018, deuxième inondation, là une inondation à l'été, au mois de juin, plus rare. 2021, des inondations classiques, on va dire, d'hiver, et puis aussi des précipitations énormes pendant l'été, et sans parler des récurrences des épisodes de chaleur et des canicules. Il faut savoir que la métropole du Grand Paris est traversée essentiellement par deux grands cours d'eau avec leurs affluents, hein, la Marne et la Seine. Et par rapport à d'autres villes en France ou à l'étranger, ce sont des petites rivières, donc avec des grosses pressions urbaines dessus. Hein, la Seine, elle va varier entre 500 mètres cubes secondes avec des pointes en crue jusqu'à 1000-2000 mètres cubes secondes, avec une pression de plus de 7 millions d'habitants pour l'eau potable, pour l'assainissement, pour à l'amont des refroidissements de centrales, pour tout le système économique et l'activité. Donc une grosse dépendance vis-à-vis de la rivière. Donc les événements extrêmes, oui, on en a, oui, on sait qu'ils vont s'accélérer. Et tous les ouvrages dont on dispose aujourd'hui sont des ouvrages qui ont été dimensionnés sur des événements connus et des événements du XXe siècle. La crue de 1910, qui est la crue centenale qui sert de référence, la crue de 1924, la crue de 1955, ont permis soit de dimensionner des grands ouvrages de stockage de l'eau à l'amont de l'agglomération pour, d'une part, retenir l'eau l'hiver et limiter la hauteur d'eau dans l'agglomération parisienne et les territoires aval en période de crue, mais aussi surtout relarguer de l'eau, faire des lâchers d'eau pendant la période estivale. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des grandes sécheresses au XXe siècle, notamment dans les années 20 et 40, où on pouvait quasiment traverser à pied la Seine. Donc, une grosse dépendance et une grosse fluctuation, des ouvrages qui ont été dimensionnés au XXe siècle, de même les ouvrages de protection contre les crues, qui sont ces murettes que l'on trouve le long de la Seine et la Marne principalement, ont été dimensionnés pour des événements de 1910, 55 ou 1924. Or, aujourd'hui, on le sait, on va être confronté à des événements dont on ne connaît pas encore l'ampleur, dont la fréquence va être accélérée, et des sécheresses dont on prévoit, hein, les prévisions d'ici 50 à 100 ans, peut-être même plus rapidement, une réduction de 30% du débit de la Seine. Donc, des événements auxquels les ouvrages en dur ne sont pas préparés, les habitants et les acteurs ne sont pas préparés, mais sur lesquels on a quand même fort heureusement des bases et des ouvrages. Donc une nécessité d'une grande flexibilité, d'une souplesse, d'une adaptation et surtout de l'acquisition de connaissances
pour préparer cette nouvelle situation et ces nouveaux défis. En plus, sur les agglomérations et les tissus urbains, les gestionnaires doivent faire face un petit peu à l'héritage du passé, notamment en matière de pollution, d'aménagement, d'anthropisation des espaces, mais également du défi du changement climatique. En matière de gestion de crise, alors curieusement, la métropole n'a pas de compétences en gestion de crise. Donc, elle a des responsabilités en matière d'aménagement, en matière de gestion des inondations, mais la gestion de crise en tant que telle, c'est l'État et les communes au niveau local qui en ont la responsabilité. Donc, la métropole est on va dire, un espèce d'acteur intermédiaire qui doit faire le messager entre les deux et comprendre et intégrer les actions des uns et des autres. Dans un environnement urbain qui change, et on s'aperçoit que les villes sont en transformation, on va dire, permanente. Une petite illustration sur la gestion de crise, en supervision d'une opération de pose, par exemple, de bâtards d'eau, hein, ces ouvrages que l'on met pour fermer les ouvertures dans les digues. Eh bien, en quelques mois ou quelques années, l'espace qui était libre pour les mettre était occupé soit par une station vélo. Je veux dire, la ville se transforme. Donc, des dispositifs et des réactions et les personnes qui savaient lire les plans, c'était plus les mêmes. Et donc, le plan a été lu d'une manière différente pour pouvoir positionner les ouvrages. Et du coup, on était décalé de 50 cm. Donc, une ville qui s'adapte, qui bouge, et des personnes qui bougent. Et pour la gestion de crise, c'est une difficulté pour faire face à des événements peu encore connus et maîtrisés. Du coup, quelle stratégie pour la métropole face à cette situation? Déjà, fort heureusement, elle arrive sur un espace qui a déjà été aménagé avec des acteurs historiques qui n'ont peut-être pas les mêmes compétences, qui n'avaient pas les mêmes responsabilités, donc des partenaires. Et la métropole a décidé de pouvoir fonctionner en essayant de développer toute la coopération à différentes échelles, c'est-à-dire aussi bien de l'échelle géographique. Pour protéger la métropole, on est obligé de s'interroger et de travailler avec l'amont. Travailler avec l'amont, c'est tous les territoires amont. Ce sont les collectivités, mais ce sont aussi les agriculteurs. Si on veut pouvoir assurer un ralentissement, un stockage des crues, il faut pouvoir travailler avec le monde agricole pour qu'il contribue à cet effort. Il faut travailler aux échelles avec les différentes entités administratives, la gouvernance qui existe aux échelles départementales, aux échelles de bassins, avec les villes. Il faut pouvoir utiliser les différents outils, des outils de planification, et la France bénéficie, dans le cadre notamment de la déclinaison des directives européennes, d'outils et de schémas directeurs en matière d'inondation, en matière d'aménagement des eaux et de gestion durable de la ressource. Donc, elle dispose d'outils, mais de partenaires, mais il faut apporter une coordination et une vision nouvelle et surtout ne pas oublier l'habitant. Et on s'aperçoit que l'habitant a souvent été un petit peu oublié comme un des acteurs qui peut aider, qui peut contribuer à la prise de conscience, à la prise de connaissance et la mise en œuvre des solutions. Pourquoi ? Parce que notamment, ce n'est pas les ouvrages en dur, même les ouvrages, les infrastructures vertes sur lesquelles on travaille sur la renaturation des rivières, redonner de la mobilité, redonner de la capacité de stockage aux rivières, la capacité de rafraîchissement, des lieux d'habitat pour la biodiversité. Mais pour pouvoir développer tout ça, on sent bien qu'il faut passer par l'acceptation de l'habitant, l'acceptation du riverain, que le riverain accepte que la rivière déborde dans son jardin, que l'usager qui précédemment avait une rivière disciplinée ou ne voyait pas l'eau, la retrouve. C'est toute la stratégie, c'est comment remettre l'eau dans la ville, refaire accepter que l'eau dans la ville est une matière vivante et une matière dont on ne connaît pas toujours l'évolution, et surtout aujourd'hui, comment aménager quand on ne sait pas quel va être le débit demain des cours d'eau, quelle va être la température, quel type d'essence végétale va devoir accompagner cet aménagement pour lui donner un petit peu de durabilité. Et c'est là où on s'aperçoit de la nécessité de la connaissance,
la nécessité de la sensibilisation et tout le travail coordonné et collaboratif avec le monde de la recherche est essentiel pour pouvoir bénéficier de données, d'avoir des bonnes données, des données analysées, des données exploitées, des modèles, même si les modèles ne sont pas tout, et un accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut que la recherche puisse accompagner les collectivités, mais aussi qu'on offre, entre guillemets, en tant que collectivité, un terrain de jeu, un terrain de données, un terrain d'expérimentation. Et c'est dans cette articulation-là que je pense qu'on va pouvoir trouver, on l'espère tous, des solutions durables. Merci beaucoup Claire pour cette présentation sur la métropole du Grand Paris. Sans plus tarder, je passe la parole à Régis Molleron qui va nous parler de ses recherches. Merci Bruno. Et c'est vrai que la transition va être assez facile après la conclusion de Claire, puisqu'effectivement, de plus en plus, la recherche peut apporter des solutions. Mais pour apporter ces solutions, elle a besoin d'échanger avec les techniciens du quotidien de la ville. Et donc, ma présentation va s'orienter autour de 3 choses. C'est-à-dire que, en tant que professeur, j'ai du mal à dissocier la recherche de la formation. Donc, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est l'importance de l'évolution des formations aujourd'hui et de l'intégration du changement climatique et de ses conséquences, avec la volonté de plus en plus de former des étudiants, des futurs techniciens, des futurs ingénieurs avec des compétences pluridisciplinaires. Ça, c'est un premier point, mais on se rend compte que lorsqu'on développe des programmes de recherche en coopération, en coordination avec des opérationnels, ils attendent beaucoup justement de cet apport de nouvelles connaissances. Et donc, je pense que développer de la formation continue dans ce sens, c'est une chose que l'on doit favoriser de plus en plus et nécessitera une adaptation de notre discours pour qu'on puisse rendre accessibles les nouvelles connaissances que l'on acquiert. Et puis, à travers ces formations, ça permettra de mieux comprendre et de mieux donner les outils pour comprendre aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais parfois on a tendance à beaucoup parler d'évolution, d'augmentation de température, mais on oublie qu'il y a à la fois des événements, c'est plutôt des conséquences d'événements extrêmes, comme on a pu l'observer à travers les premières présentations. Le deuxième aspect sur lequel je voulais parler concerne les évolutions en termes d'innovation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'innovations. Donc, on a vu hier des innovations qui pouvaient être dans les différentes sessions, soit liées à la recherche de nouvelles ressources en eau, et donc de mieux mesurer la qualité de cette eau et les différents paramètres pour pouvoir adapter leur utilisation. Mais je pense qu'il n'y a pas que les aspects de métrologie, il y a des aspects aussi, on parlait tout à l'heure de données, donc c'est d'acquérir des données en temps réel et en continu pour optimiser la façon dont pouvoir réagir les gestionnaires, à la fois que ce soit des stations d'épuration, que ce soit des réservoirs comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est des choses très importantes. Donc, ce transfert de compétences est important, mais on ne peut pas le faire, nous, de notre côté, parce que bien souvent, on va raisonner à des petites échelles et c'est le transfert et la confrontation au quotidien et à la réalité qui va permettre de justement pouvoir favoriser ce transfert de compétences. Donc ça, c'est le deuxième élément sur lequel je voulais intervenir, c'est cette importance à la fois de la gestion et de la coopération qui peut se développer avec les opérationnels du quotidien qui, eux, ont des problématiques très concrètes dont parfois les chercheurs n'ont pas conscience et c'est important de pouvoir discuter pour se mettre des deux côtés et parler le même langage parce que ça, c'est, je pense, le plus important. C'est ne pas vouloir non plus, nous, arriver avec des choses en étant persuadés qu'on a la bonne vision des choses. L'important, c'est d'écouter et de pouvoir adapter aussi nos innovations aux attentes. Mais parfois, on peut être proactif et puis proposer des choses qui n'étaient pas forcément imaginées par les opérationnels. Et pour que tout ça fonctionne, il y a parfois des verrous à faire sauter. Et parmi les verrous à faire sauter, surtout lorsqu'on va vers des innovations, notamment, alors là, je vais prendre un peu un cas franco-français, mais c'est l'évolution de la réglementation, notamment par rapport à la réutilisation
des eaux grises ou d'eau différentes au sein du bâtiment. On se rend compte que la réglementation aujourd'hui est très orientée sur une vision hygiéniste qui date de plusieurs années, du début des années 50, et dont on a du mal à se défaire. Et donc aujourd'hui, c'est un premier levier, c'est pouvoir discuter avec les autorités sanitaires pour faire évoluer les choses. Donc là aussi, on doit adapter notre discours pour demander à ce que des expérimentations sur le long terme puissent être réalisées pour qu'il y ait des retours d'expérience sur ces expérimentations qui vont permettre de savoir si on fait fausse route ou pas. Mais c'est qu'il n'y a pas tout de suite le levier de nous dire non, la réglementation ne le permet pas. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont en train d'évoluer et qui vont permettre, on l'a vu là, à travers les exemples, notamment je pense à Istanbul, où on est en train de s'interroger sur la réutilisation d'autres ressources d'eau traitées avec une adaptation aux normes de qualité qui peuvent être mises en place. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Un autre levier, et ça c'était assez intéressant dans les présentations qu'on a eues précédemment, c'est le coût. Bien souvent, on voit l'innovation et l'adaptation et le transfert de ces innovations vers la vraie vie comme étant une charge. Alors que je pense qu'il faut plutôt raisonner en investissement et se dire que l'argent qu'on dépense aujourd'hui, il n'est pas une charge pour les générations actuelles, mais un investissement pour les générations futures. On le voit clairement avec les coûts que ça peut représenter, mais derrière, il faut aussi se projeter sur ce que sera l'évolution, par exemple, du coût de l'eau. Parce que si on fait les calculs avec un coût de l'eau aujourd'hui, où dans certains pays comme la France, on n'est pas encore trop concerné par des problématiques, même si elles sont localisées, mais peut-être que demain, l'eau va devenir un produit qui aura un coût, et là, on verra tout l'intérêt de développer des nouvelles compétences et des nouveaux dispositifs. Et puis enfin, il y a quand même beaucoup de leviers qui peuvent être actionnés aujourd'hui. Parmi ces leviers, moi, je pense que le premier, c'est l'information du grand public et l'évolution de sa prise de conscience sur ce que peut être le changement climatique et la nécessité aujourd'hui d'agir. Alors, je dirais qu'il y a un cas un peu extrême, mais on l'a vu aussi dans les exemples, et là, j'étais assez agréablement surpris, c'est de se dire que la crise sanitaire a permis de montrer d'augmenter cette prise de conscience. Alors, c'est vrai que j'ai regardé hier soir des données sur la qualité de l'air. On a vu tout de suite qu'avec le confinement, la qualité de l'air s'est améliorée. Alors, c'est vrai que c'est une méthode un peu radicale pour faire évoluer les choses, mais ça prouve que des solutions peuvent exister quand il y a un effort collectif qui est mis en place. Et de la même façon, j'ai regardé des données sur la qualité des rivières en Inde, où le confinement a réduit la production industrielle et les rejets directs vers les cours d'eau. Et on a vu une amélioration assez rapide d'un cours d'eau dont on n'aurait pas pu imaginer que ce soit possible si on avait dû mettre en place des politiques sur le long terme. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un terreau qui est favorable et je pense qu'il faut qu'on s'appuie dessus pour justement que l'innovation puisse servir les collectivités et que la recherche travaille de plus en plus main dans la main avec les gestionnaires. Merci, professeur Meron. To conclude, we would like to ask. Pour conclure, nous allons passer la parole à Dr Peter Gravatt, qui va nous parler des défis auxquels font face les compagnies des eaux aux États-Unis. Merci beaucoup. C'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement. Un événement extrêmement intéressant et j'étais vraiment ravi d'entendre ce que font les différentes villes. On m'a demandé de parler de mon travail de recherche en prenant le point de vue des services publics aux États-Unis. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma fondation de recherche sur l'eau, je vais vous présenter dans les grandes lignes nos principales activités, vous présenter la portée de notre recherche. Nous avons des abonnés qui financent notre recherche. En bas à gauche, vous pouvez voir qu'il y a plus de 1000 compagnies, agences chargées des services publics aux États-Unis, mais pas seulement, dans le reste du monde également, quelques 80 consultants et près de 60 entreprises du secteur manufacturier.
Nous fournissons des services qui financent notre recherche et notre recherche repose sur les priorités de nos abonnés, de ceux qui nous suivent. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques 80 millions de dollars investis dans des recherches, dans des travaux de recherche en cours. Nous avons, donc ça, ce sont les travaux de recherche en cours. Au cours de ces dernières années, nous avons mené à bien de nombreux travaux de recherche. Voilà pour ce qui est du financement à l'heure où nous parlons. Prochaine diapositive. Je vais aborder brièvement certains des thèmes qui ont été évoqués par les intervenants précédents qui représentaient un certain nombre de villes. J'étais ravi d'entendre parler de la ville d'Istanbul, de Téhéran, entendre parler de Los Angeles, de New York et de Paris. Les intervenants ont évoqué un certain nombre de défis. Je vais fournir un certain nombre d'exemples, mais le monde entier est concerné par ces événements qui sont de plus en plus fréquents. Pour ce qui est de la sécheresse aux États-Unis, il s'agit de l'année 2021 et vous pouvez voir les épisodes de sécheresse extrême qui se produisent dans une grande partie de l'ouest des États-Unis. D'autres régions du monde sont également confrontées. Vous pouvez voir sur cette carte la région de la baie, la région de San Francisco, la région de Los Angeles, jusqu'à Las Vegas et dans de nombreuses régions de l'ouest des États-Unis. Sur le terrain, voilà à quoi ça ressemble. Voilà un exemple parmi tant d'autres. C'est un réservoir dans l'État de Californie, le réservoir du lac New Melones. Et bien entendu, ce n'est pas seulement l'État de Californie qui est confronté aux sécheresses. Vous pouvez voir ici un autre exemple qui nous vient de la ville du Cap en Afrique du Sud, où en 2018, la ville du Cap était confrontée au risque de ne plus avoir d'eau pour alimenter la population. Outre les épisodes de sécheresse, et comme nous en avons entendu parler aujourd'hui, nous avons également la récurrence de plus en plus fréquente d'incendies. Nous avons beaucoup parlé des feux de forêt. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Cet incendie a eu lieu dans le comté de Boulder, dans le Colorado, la semaine dernière. Les deux incendies se sont propagés et ont ravagé des communautés dans le comté de Boulder. Au début de la présentation, je vous ai montré. Donc, certes, il n'y a peut-être pas eu de mort ou le bilan humain n'a pas été très lourd, mais vous voyez ici les dégâts. Près de 1000 bâtiments ont été détruits en l'espace de quelques heures. Ce sont des communautés qui sont totalement ravagées. Heureusement, le bilan humain n'est pas lourd, mais les infrastructures sont nombreuses à avoir été détruites. Ensuite, nous avons les inondations. Alan et d'autres intervenants y ont fait référence. Cette année, la ville de la Nouvelle-Orléans a été confrontée à des inondations. Ici, vous avez la ville de New York après l'ouragan Sandy. Alan nous a parlé de l'ouragan Ida, qui a eu un impact dévastateur. Et cet ouragan a touché la Louisiane. Nous avons dû créer de nouveaux acronymes pour certains quartiers de New York. Nous connaissons bien le quartier de Soho. Dans le sud, donc dans d'autres quartiers de Manhattan, les inondations ont fait de graves dégâts. Voilà pour ce qui est de l'ouragan Harvey dans la ville de Houston. Il y a eu de fortes précipitations en l'espace de quelques jours. Ici, vous avez un autre exemple sur cette diapositive qui vous montre un autre événement météorologique extrême à Houston. Dans cette ville où il y avait eu l'ouragan Harvey, il y a eu une tempête de neige en 2021. L'État du Texas a été confronté à une tempête de neige. Il y a eu des coupures de courant et la ville n'a pas pu fournir de l'eau à ses habitants pendant plusieurs jours. Et vous avez ici des photos qui montrent les difficultés auxquelles étaient confrontés les habitants. Tout cela se déroule dans le contexte
du vieillissement des infrastructures de plus en plus dysfonctionnelles. Et ici, vous avez également un autre aspect de ces événements. Il s'agit là d'une photo qui vous montre les effluescences qui ont un impact sur donc, les efflorescences de cyanobactéries et les cyanotoxines. Je vais vous donner, après vous avoir donné quelques exemples, je souhaiterais en venir à mes conclusions. J'étais vraiment ravi d'entendre parler de ce que font les villes en termes de planification. Et je pense qu'il est très important également que les villes coordonnent entre elles. Il faut partager les résultats des travaux de recherche. Nous pouvons, je pense, apprendre les uns des autres et nous pouvons ainsi faire émerger des innovations auxquelles Régis faisait référence à l'instant. Voilà quelques exemples de travaux de recherche qui ont été financés par nos abonnés. Premièrement, premier exemple, utiliser les informations sur le changement climatique pour aider les compagnies des eaux. La ville de New York et la ville de Los Angeles ont participé à cette étude. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux stratégies d'adaptation pour garantir la gestion de l'eau potable dans le contexte de sécheresse et dans le contexte du changement climatique. Autre projet de recherche sur les incendies, sur les feux de forêt. Nos abonnés souhaitent que nous menions à bien des travaux de recherche pour relever ce défi. Ensuite, il y a la planification des inondations, l'atténuation de l'impact des inondations. Autre projet de recherche sur les liens, les interdépendances du secteur de l'eau. Ivan Forrest, qui est PDG de la compagnie des eaux de la ville d'Houston, préside notre conseil consultatif. Ivan n'est pas l'initiative de ce projet. C'est un projet qui avait été sélectionné avant cette tempête de neige, mais le fait est que ce projet de recherche s'intéresse aux interdépendances dans le secteur de l'eau. Et enfin, deux autres projets de recherche, les réseaux intelligents pour gérer la pression, gérer les débits et ensuite, enfin, un travail de recherche sur les cyanotoxines. Voilà quelques-uns des travaux de recherche que nous menons à bien. Je voulais simplement vous montrer comment nous pouvons collaborer avec les différents services qui sont abonnés à notre centre de recherche. Nous devons mener à bien des travaux de recherche pour essayer de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà, je vais en rester là. Je vous remercie et peut-être que nous allons avoir la possibilité de discuter. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Peter. Je saisis cette occasion au nom du monde universitaire aux États-Unis en tant que professeur à l'Université de New York. Je saisis cette occasion pour remercier cette fondation qui, depuis des années, est vraiment en première ligne. Elle fait coordonner, elle fait collaborer les chercheurs avec le secteur de l'eau aux États-Unis. Je souhaiterais également ajouter qu'un certain nombre des priorités que vous avez évoquées sont tout à fait similaires aux priorités de la communauté européenne. Nous avons eu la possibilité de travailler avec l'Union européenne et avec la Fondation il y a quelques années sur la gestion intelligente de l'eau. Nous avons travaillé avec l'industrie pour élaborer un certain nombre de solutions pour réduire le gaspillage de l'eau, pour éviter les fuites. À ce stade de la session, je souhaiterais dire que, selon moi, cette session nous a permis d'avoir le point de vue d'un certain nombre de villes, en apprendre davantage sur les défis qui sont les leurs. Cette session nous a permis de mieux comprendre quelles sont les stratégies d'adaptation dont se dotent les villes pour relever le défi du changement climatique. Comme Peter vient de nous le montrer, le changement climatique a eu un impact
qui varient d'une ville à l'autre, selon le contexte socio-culturel et économique, selon le niveau de développement, selon le contexte hydrologique des villes et selon donc l'impact du changement climatique, différentes solutions doivent être trouvées. Ce qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les différentes villes. Cela aidera les villes à relever les défis auxquels elles sont confrontées selon leur contexte spécifique. Pour ce faire, nous avons besoin de collaboration et tous les intervenants l'ont indiqué. Une collaboration entre le monde de la recherche, auquel nous appartenons, Régis, Peter et moi, les compagnies des eaux, qui doivent relever le défi et qui doivent également mettre en place des obligations réglementaires, et le gouvernement, les autorités. Je pense que cette collaboration entre les différents acteurs de la ville, cette collaboration entre les villes également, cette collaboration, je l'espère, nous permettra d'aller de l'avant. Cette collaboration nous permettra de relever l'impact du changement climatique, où qu'il se manifeste. Les différentes villes représentées aujourd'hui ont souligné le besoin d'impliquer la société civile dans tous ces processus. Nous devons atteindre la société civile. Comment le faire? Comment impliquer la société civile pour qu'elle nous aide à trouver des solutions pour garantir l'avenir de la société civile elle-même? Voilà, autant de questions auxquelles nous devons encore apporter des réponses. Je souhaiterais remercier tous les membres du panel qui se sont exprimés aujourd'hui et je vais donner la parole à Bruno. Pour cette conclusion, je voudrais juste rajouter deux idées. La première idée, c'est qu'évidemment, on est dans une situation où il y a une urgence climatique, une urgence à se préparer aux crises qui vont nécessairement advenir dans les années à venir. Et pour cela, eh bien, une bonne idée qui existe quelque part n'est pas nécessairement une mauvaise idée chez soi. Il faut creuser, ça nécessite des échanges, ça nécessite d'aller voir les autres, ça nécessite de partager, ce qui n'est pas toujours facile. Et je crois que il y a eu en 2002, à l'occasion de la conférence mondiale de l'IWA à Melbourne, une présentation qui a été faite par Sydney Water sur un fiasco qui avait eu lieu concernant une crise avec des faux positifs de cryptosporidium dans l'eau. Et je crois qu'on a beaucoup appris, tous les opérateurs qui étaient présents ce jour-là, là-bas, ont beaucoup appris de la façon dont ça s'est passé. Et donc, je voudrais signaler que c'est important de partager pas seulement les succès, mais aussi, bien sûr, de partager les échecs. Car on apprend beaucoup des échecs et c'est vraiment un élément important pour s'améliorer, pour réfléchir. Il faut s'ouvrir l'esprit en discutant avec les autres et éventuellement en coopérant. On peut avoir des projets de coopération communs pour faire des tests de technologie. Et donc, cette technologie aussi qui évolue très, très vite, ce qui est possible aujourd'hui ou demain n'était pas possible hier. Et donc, ça nécessite vraiment d'avoir une veille technologique très affûtée et qui permettent de réagir très rapidement pour le meilleur et pour pouvoir trouver les solutions les plus efficaces qui demandent le moins de ressources possible, mais qui pourtant assurent au maximum des chances de réussite. Voilà, merci à tous pour cette session tout à fait intéressante et je rends la parole à nos amis de l'UNESCO. Thank you. Thank you very much, Mr. Johan. Merci beaucoup, Monsieur Johan, Monsieur Nguyen, et à tous les intervenants pour leur présentation extrêmement intéressante. Je remercie également tous les participants de votre attention. L'événement parallèle Be Water One débutera à 12h30 et les prochaines 3 séances seront des tables rondes qui commenceront demain matin à 9h. Merci beaucoup.